C'est donc officiel, les États-Unis imposent depuis ce matin une surtaxe de 10% à une grande partie des produits entrant sur leur territoire. L'Asie et l'Afrique sont particulièrement touchées par ces nouvelles taxes américaines. La Chine, elle, a opté pour une réponse ferme en imposant 34% de droits de douane sur les produits américains. Alors jusqu'où peut aller la guerre commerciale entre Pékin et Washington ? Et à quel point l'économie mondiale va-t-elle être déstabilisée? On en parle ce soir avec nos deux invités en plateau, l'économiste Pierre Jaillet. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et vous êtes aussi conseiller politique et économique et monétaire à l'Institut Jacques Delors. Et nous sommes en direct avec un autre économiste, Jean-Joseph Boileau. Bonsoir, vous êtes vous aussi chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du monde émergent et tout particulièrement du triangle Chine-Inde-Afrique, et vous êtes aussi conseiller à Cyclope. Alors Pierre Jaillet, d'abord, comment est-ce qu'on pourrait qualifier de ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau de l'économie mondiale? C'est quoi? C'est un choc, une déflagration, un tournant historique? Quel mot est-ce que vous employez pour qualifier ce qu'il se passe? C'est les trois. C'est à la fois un choc, c'est un tournant historique et c'est une déflagration. C'est un coup d'arrêt à un processus de mondialisation qui datait de 3 ou 4 décennies. Et donc on rentre effectivement dans un cycle dont on voit sans doute que le début. Parce que vous avez effectivement évoqué les mesures qui ont été annoncées par M. Trump. Il y aura sans doute des ripostes, on ne sait pas encore. Vous avez également cité le fait que les Chinois, en particulier, ont déjà organisé la riposte avec des droits de douane qui seraient de 34%. Voilà. Alors en même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus ajouter trop de panique au désordre, si je peux dire. Les importations des États-Unis, c'est 13% des importations mondiales. Ce qui veut dire que 87% des importations dans le monde se font en dehors des États-Unis. Le déficit américain, c'est 900 milliards, c'est important, jugé très important, trop important par M. Trump. Ce n'est que 3% du PIB américain, ce qui d'ailleurs conduit à nuancer un tout petit peu les grandes inquiétudes du président sur ce sujet. Et bien sûr, alors si on rentre un tout petit peu, parce que je crois qu'il faut quand même un tout petit peu expliquer comment ça se passe, il y a eu cette formule, alors vous avez dit, il y a déjà la taxe universelle de 10% qui s'applique à tout, et qui s'ajoute elle-même à la taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier qui avait déjà été annoncée auparavant, sachant que le Mexique et le Canada vont déjà supporter eux-mêmes une taxe de 25%. Alors ce qui est nouveau, c'est-à-dire les taxes réciproques, pour reprendre la formule de M. Trump, c'est une formule d'ailleurs très alambiquée, enfin en même temps très simple, et qui n'a pas tellement de fondement économique, puisqu'il s'agit de rapporter le déficit bilatéral d'un pays par rapport à l'ensemble des importations de ce même pays, des exportations de ce même pays vers les États-Unis, divisé par 2. Et M. Trump dit, voyez, on est généreux, on ne va pas jusqu'au bout des sanctions puisqu'on divise par 2. Alors ça donc conduit... ne correspond à aucune théorie ou stratégie ça conduit économique. À aucune théorie, ça convient à frapper d'alignement des situations tout à fait disparates. Ça conduit à ce que, par exemple, si vous prenez l'Europe, l'Europe se retrouve à 20%. La Chine, au-delà même des 10% et des 25% qu'elle avait déjà eu, se retrouve pratiquement avec 60% de taxes. Alors justement, parlons de la Chine. Je voudrais entendre Jean-Joseph Boileau. La Chine, c'est le premier pays qui a riposté. Elle va imposer 34% de taxes douanières sur les produits américains entrant sur son marché. Jean-Joseph Boileau, la Chine n'avait pas d'autre choix qu'une réponse ferme comme celle-ci? La Chine s'y attendait. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ça fait quand même 15 ans que l'on parle de protectionnisme vis-à-vis de Pékin. Alors tout le monde en rêvait, c'est Trump qui l'a fait, pas nécessairement avec la bonne méthode, ça sera à rediscuter, les Européens en rêvaient aussi, et donc la Chine s'y attendait. Elle a réorienté complètement ses flux commerciaux depuis donc une vingtaine d'années vers le sud global, ce qu'on appelle, de sorte qu'on voit bien la demande occidentale, et en particulier américaine, qui était le cœur de l'exportation du Made in China. Attention, c'est le Made in China par des entreprises étrangères pour plus de la moitié en fait. Donc le modèle chinois s'était complètement arc-bouté sur cette exportation vers les pays occidentaux, c'était l'usine du monde, et elle a anticipé, elle a réorienté vers le sud global
on a à peu près maintenant 50% de commerce chinois avec les pays en développement, avec des mouvements significatifs, pas seulement sur l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, ou bien l'Inde également. Donc, on n'avait pas, à mon avis, tellement à attendre, à faire preuve de patience, parce qu'elle sait très bien que dans l'esprit des Américains, et en tout cas de Trump, l'ennemi, l'adversaire systémique et pas seulement commercial, c'est la Chine. Et donc, Pékin, désormais, sait qu'elle n'a rien à attendre, alors que l'Inde, par ailleurs, si vous regardez, a commencé plutôt sur une posture de négociation, sans riposter. Là, ça va être clairement un choc commercial, États-Unis, Chine, avec de bonnes et de mauvaises raisons de part et d'autre. La mauvaise raison, on va dire, c'est de confondre le géopolitique et le commercial. Et la bonne raison, c'est que cette globalisation dont Pierre Jaillet a parlé tout à l'heure, qui remonte à une quarantaine d'années, en fait, son tournant, c'est quand même 2001, l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'explosion des exportations de la Chine, la captation de l'ensemble des usines du monde en Chine, et surtout un déséquilibre majeur, pas seulement pour les États-Unis, en termes de partage industriel à l'échelle mondiale. Donc c'est très complexe, et je pense qu'il faudrait éviter de confondre encore Trump et puis une mesure de démondialisation que tout le monde attendait depuis longtemps quand même, si je peux me permettre. Bon, Trump l'a fait, il l'a pas bien fait, c'est possible, mais ça doit nous faire gamberger. Est-ce que l'appareil chinois peut continuer à exporter à tout va des produits industriels avec des surcapacités terribles? Non, bien sûr que non. Alors en tout cas, cette escalade commerciale, elle a eu, entre Pékin et Washington, elle a eu un effet immédiat, c'est la plongée des bourses européennes. Pierre Jaillet, très concrètement, qu'est-ce que ça signifie, cette plongée des bourses européennes? Est-ce que plongée des bourses européennes ou dégringolade de ces bourses européennes veut dire effondrement des économies européennes? Alors, d'abord, les bourses ont toujours tendance à surréagir par rapport à une situation ou à des annonces. Donc, je pense que là aussi, qu'il ne faut pas non plus paniquer. Les bourses ont eu tendance à paniquer. D'ailleurs, quand vous dites les bourses européennes, les bourses américaines ont encore plus fléchi que les Européens. Ce qui montre bien, d'ailleurs, et pointe sur un élément intéressant. C'est que finalement, les principales victimes au plan macroéconomique de toutes ces mesures, ça va être d'abord les États-Unis. Et quand vous regardez un certain nombre d'indicateurs aux États-Unis, à la fois sur les anticipations d'inflation qui ont doublé, sont passées de 2 à 4, y compris à 5 ans. Quand vous regardez les prévisions de croissance sur les États-Unis qui dégringolent de 2,8 à 1% prévus au mieux cette année, et puis derrière ça, vous avez effectivement des mouvements sur les bourses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des mouvements très forts actuellement de baisse de M. Trump et de son équipe dans les sondages. Il y a une majorité d'Américains qui considèrent aujourd'hui que l'administration Trump est tout à fait incompétente au plan économique. Et ça vient à la fois des milieux d'affaires, ça vient aussi des milieux populaires qui commencent à souffrir un petit peu des coupes budgétaires qui sont massives, notamment dans les services publics. Donc voilà, donc les bourses, bien sûr, c'est quelque chose qui peut avoir à terme des effets de richesse. Si demain, il y a de meilleures nouvelles et qu'il y a des négociations qui sont plutôt fructueuses, ça va remonter. Donc, je ne peux pas regarder l'évolution des bourses avec une très, très, très forte volatilité au jour le jour. Il y a des choses plus importantes et des indicateurs sans doute plus importants et fondamentaux à regarder. Et les Américains, en tout cas, ce qu'on comprend dans votre discours, seront probablement les premières victimes collatérales. Jean-Joseph Boileau, l'Asie et l'Afrique sont aussi très durement touchés par ces droits de douane, avec des taux fixés, par exemple, pour l'Asie à 24%, pour le Japon, 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam et 49% pour le Cambodge. Pourquoi est-ce que l'Amérique de Donald Trump semble vouloir rompre aussi sévèrement avec l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud-Est? Là aussi, il faut aller doucement. On va voir ce qu'il en est dans un mois. J'ai l'impression, si vous voulez, que là encore, je m'appuie sur la différence très nette à la fois d'impact et d'appréciation entre la Chine, l'Inde ou le Japon d'ailleurs. Mais dans le cas de l'Inde, par exemple, la bourse qui a un peu décroché est revenue à son niveau et n'a rien perdu ces derniers jours. Donc attention à ne pas juger les choses trop vite dans l'affolement. De même que Pierre Jaillet l'a indiqué, ce n'est pas une baisse de 5 à 10% des bourses qui pose problème
pour tous les gens comme moi, y compris qui avons des portefeuilles boursiers, on sait que depuis un an, on avait nettement progressé au-dessus de cela. Donc, il faut faire attention. Pourquoi l'Asie? Eh bien, je pense que l'équipe Trump va différencier l'Asie, va essayer d'introduire un biais entre son adversaire systémique, la Chine, et les autres pays asiatiques, y compris d'ailleurs le Vietnam, qui est le plus touché, si j'ai bon souvenir, par les droits. Tout va être le résultat ensuite de négociations, n'est-ce pas? Et donc, autant la Chine a clairement indiqué qu'elle ne négociera pas, autant l'Inde, le Japon, la Corée. Alors, je n'ai pas vu la réaction du Vietnam, mais j'ai vu que son ministre est aux États-Unis en ce moment, n'est-ce pas? Donc, il est tout à fait possible que, comme le gros du déficit était avec l'Asie, il s'est agi effectivement de donner un bon coup de poing sur la table asiatique pour dire, bon, il faudrait peut-être trouver maintenant des moyens de rééquilibrer un peu les choses, mais surtout derrière, il y a la pensée stratégique qui est de trouver une sorte d'alliance stratégique entre les États-Unis et les pays d'Asie contre Pékin. Je pense que c'est ça qui est en train de se jouer. Ne jamais prendre, je crois, je ne suis pas un familier de Trump et de sa méthodologie, mais ne pas prendre ce qui est le premier coup d'épée pour le coup de poignard final. Je pense qu'il y a une culture de négociation là-dedans. Enfin, j'aimerais juste reprendre sur la question de la récession. Allez-y, après je voudrais quand même redonner la parole à Pierre Jaillet. Mais je vous en prie, finissez. Oui, je voulais dire qu'il n'y a pas d'exemple ces 20, 30, 40 dernières années de récession aux États-Unis qui n'a pas un impact sur le reste du monde. Donc il ne faut pas dire, oh là là, c'est les États-Unis qui vont payer plus et puis nous, pas de problème. Non, c'est inquiétant parce qu'il y a un choc commercial. Ce choc commercial va se traduire, c'est évident, par des décisions en termes de consommation, d'investissement un peu partout dans le monde, et notamment la locomotive chinoise qui continue de tirer l'économie mondiale, qu'on le veuille ou non, elle-même va être très frappée. Donc oui, je pense qu'il faut serrer les ceintures. Il faut serrer les ceintures. Alors l'Afrique est elle aussi très durement touchée. On va le voir sur le panneau qui s'affiche à l'écran, ces différentes taxes qui touchent. Voilà, le panneau s'affiche à l'écran. Les pays africains, alors dans ce contexte, justement, l'Afrique du Sud a appelé à la réforme et au renforcement de l'Organisation mondiale du commerce. Pierre Jaillet, est-ce qu'on peut vraiment réformer aujourd'hui l'OMC ? Alors, l'OMC est en crise depuis pas mal de temps. Je dirais même que ça remonte même avant l'administration Biden. C'est M. Obama qui n'avait pas nommé les juges à la cour d'appel de l'OMC, ce qui a fait que l'OMC était dans une situation un petit peu paralysée et ne pouvait plus rendre des jugements en appel. Voilà. Ce qui veut dire que l'OMC était déjà un petit coup dans l'aile avant même, je dirais, la montée du protectionnisme, qui elle-même d'ailleurs ne date pas de Trump et qui a commencé depuis 5-10 ans. Comme d'ailleurs le faisait remarquer le FMI, qui avait noté que les mesures protectionnistes avant même l'élection de Trump avaient été multipliées par 4 depuis 2019. Alors, l'OMC, il y a toujours une doctrine. Et la doctrine, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans le cas des règles de l'OMC, impliquer ou appliquer à tel ou tel partenaire commercial des règles qui soient très différentes ou même différentes. Mais là, on a l'impression que les États-Unis sont indirectement sortis de l'OMC. On piétine complètement de l'OMC. Les États-Unis sont sortis de l'OMS, sont sortis de l'accord fiscal international, sont sortis de la COP21 et de facto, ils sont sortis de l'OMC puisque finalement ils piétinent et ils s'assoient complètement sur ces règles-là. Donc en fait, ça va être très très difficile de retrouver un consensus international dans un cadre, j'allais dire, multilatéralisme, mais on sait que le multilatéralisme est en crise profonde et l'OMC, sans doute, sera en première ligne parmi les institutions qui vont souffrir effectivement de cette crise mondiale. Donc là, aujourd'hui, on doit s'attendre, pour conclure, à une recomposition totale de l'échiquier économique international. Et pas seulement de l'OMC. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Pierre Jaillet et Jean-Joseph Boileau, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur TV5.